à tous, ravi de vous retrouver en semaine, mais aussi le week-end sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Oliver Solberg, vainqueur du Rallye Monte-Carlo pour sa première saison et son premier rallye dans la catégorie reine. Le Suédois a fait sensation, nous l'entendrons dans quelques instants. Le Prince Alberto en Arabie Saoudite pour le lancement de la saison de E1 Series. Il a pu apporter son soutien au Team Monaco qui y participe pour la première fois et qui a terminé 9e à Jeddah. Maxime Nocher nous livrera ses impressions. Djorkaeff, Shevchenko, Charles Leclerc sur la pelouse du Stade Louis II. Ils ont répondu présents aux côtés d'autres personnalités pour la 6e édition de la Fighters Cup, une rencontre de football au profit de la lutte contre le VIH-Sida. Demain, la principauté honorera sa sainte patronne, mais qui était sainte dévote? Que représente-t-elle pour les Monégasques? Christian Venard sera notre invité ce soir. Nous ouvrons donc ce journal avec la victoire d'Oliver Solberg au Rallye Monte-Carlo. Le Suédois était bien placé pour remporter cette 94e édition. Il devance le Britannique Evans et le Français Sébastien Ogier, déjà vainqueur à 9 reprises en WRC à Monaco. Gaëtan Lebrun nous en dit plus avec Julien Laugier. Après plusieurs jours de course dans des conditions extrêmes, entre neige, glace et routes sèches, le Rallye Monte-Carlo s'achève dans une ambiance électrique. Et l'histoire s'est écrite sous nos yeux. À seulement 24 ans, Oliver Solberg est devenu le plus jeune vainqueur de l'histoire du Rallye Monte-Carlo. Je pense travailler très bien avec la team. On a trouvé quelque chose de bien dans la voiture, je me sens bien. Et après, dans la neige et dans les conditions très spéciales, c'est là que je fais la différence. Et avoir mes temps spéciaux. Et après, quand c'est sec, tu ne peux pas faire beaucoup. On était toujours presque dans les temps avec Ogier et Evans, mais quand c'est très difficile, c'est là que je travaillais avec la voiture et le team. Autre grand moment, la victoire de Léo Rossel en WRC 2. Le Français succède à son propre frère, Johan Rossel, vainqueur de la catégorie l'an dernier. C'est un grand moment dans ma carrière, une première victoire en WRC, en plus ici à Monaco, dans le rallye le plus mythique de la saison, et un des plus compliqués depuis de nombreuses années. On est super content de ce qu'on a fait tout le week-end. La voiture elle a été parfaite du début à la fin. Franchement, j'ai été hyper à l'aise dans toutes les conditions, que c'était asphalte, la glace ou dans la boue. Et je pense qu'on a été les plus réguliers de tout le week-end, on n'a pas fait d'erreur, donc c'était vraiment un week-end magique. Prochaine étape pour les pilotes, le rallye de Suède du 12 au 15 février. Nous vous emmenons à présent en Arabie Saoudite où a débuté hier la nouvelle saison du E1 Series. La première manche de ce championnat du monde de bateaux de course 100% électrique s'est déroulée à Jeddah. Le Prince Albert II était présent pour assister notamment au début du Team Monaco. Il a d'ailleurs pu rencontrer les deux pilotes, Maxime Nocher et Oban Duncan, et découvrir leur bateau. Maxime Nocher est d'ailleurs en duplex avec nous pour réagir à la 9e place du Team Monaco. Bonsoir Maxime, un mot sur cette première course de la saison. Comment ça s'est passé pour vous et quelles leçons en tirer ce soir? C'est vrai que c'est notre première vraie race aujourd'hui. C'était pas facile avec 5 bateaux côte à côte. C'est quelque chose qui était assez, j'allais dire, surprenant. C'est vrai qu'on était vraiment proches, il y a eu pas mal de contacts pendant la course, mais on était là, on a fait un bon week-end, on était dans le rythme et j'espère vraiment être à la prochaine course pour faire mieux. Et est-ce que vous pouvez nous décrire les sensations au volant de ce bateau qui paraît quand même impressionnant en mer? C'est vrai qu'au pilotage, il fallait être assez fin. Aujourd'hui, il y avait pas mal de trafic en bateau. Il y avait pas mal de vagues qu'il fallait gérer. On a fait quelques erreurs stratégiques aussi, mais on est là pour apprendre. C'est notre premier week-end, c'est notre première saison. Les teams ont 2 ans de navigation sur les bateaux. On est plutôt relativement positif sur l'ensemble. Oui, vous l'avez dit, c'est une grande première pour vous en E1 Series. Est-ce qu'il y a eu une petite appréhension avant de débuter la course? C'est vrai qu'avant le départ, c'était vraiment quelque chose qui m'a surpris. Parce que la ligne ici, elle était vraiment très courte. On était à 50 cm les uns avec les autres. Et j'ai été sur la première ligne droite quand on va à 100 km/h
à 50 cm les uns des autres, c'est quelque chose que c'est pas facile à gérer. Cette course, Maxime, a été suivie de près par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, présent à Jeddah. Vous avez pu d'ailleurs échanger avec lui. Qu'est-ce que cela représente pour vous d'avoir son soutien ? C'est vrai, d'avoir le prince ici, c'était quelque chose pour nous qui était un plus, mais aussi un stress en plus. L'ambiance était géniale. Ici à Jeddah, on était super bien accueillis. L'Ocean Club était fantastique. Je pense qu'on a tous passé une très bonne journée. Et la prochaine étape aura lieu au lac de Côme, en Italie, en avril prochain, c'est ça ? C'est vrai qu'on a 2 mois jusqu'au lac de Côme. Je pense qu'on va vraiment analyser les datas. Le rythme, on était bon. Les datas, on pêchait un peu. On est juste arrivé ici, New Team. On a eu 4 sessions avec le bateau et on avait pas mal de choses à régler. Le bateau volait très bien aujourd'hui par rapport aux autres. On était contents, c'est juste qu'on n'avait pas été régulier. Et j'imagine, Maxime, que vous attendez avec impatience la course en principauté qui aura lieu en juillet. Ah ouais, c'est sûr. Et c'est vrai que pour nous, cette année, notre objectif principal, c'est la race à Monaco. En tant que nouvelle team, on ne peut pas arriver et être devant. Du coup, Monaco, ça va être quelque chose de bien et on va le bien préparer avant. Eh bien, merci beaucoup, Maxime Nochet, d'avoir été avec nous ce soir. On va faire plus ample connaissance, si vous le voulez bien, avec votre coéquipière du Team Monaco, Oban Duncan, une pilote d'expérience malgré son jeune âge. À bientôt 20 ans, Oban Duncan est la plus jeune pilote de l'histoire de E1 Series. Elle a fait ses débuts dans ce championnat en 2024 avec le Team Drogba et a déjà signé plusieurs podiums, une expérience et un jeune âge qui peuvent mettre une certaine pression sur ses épaules. Maybe there's a little bit of additional pressure. I mean, for me, I've learned a lot in the past 3 years. Age or not, it's been a big learning curve for everyone. It's been an amazing experience and yeah, I just feel really lucky to be doing it at such a young age. Oban Duncan a déjà le pied marin. Elle a fait ses débuts très jeune sur un bateau avant de performer en powerboat. Cette saison, l'Écossaise portera les couleurs de Monaco aux côtés du champion de kitefall, Maxime Nochet. We have similar experience. We both come from the water, but for Max, he's never driven the Racebird in a real race before, so it's a massive learning curve for him. But also he has great experience with the foils, so I'm learning a lot from him at the same time. Un partage d'expérience qui ne peut être que bénéfique. L'Écossaise s'est déjà distinguée à plusieurs reprises et il y a une course qui a marqué sa jeune carrière. The best race I've ever done at E1 has to have been in Monaco, season 1. It was an amazing race. The team I was with at the time actually podiumed, which was great. We had a great result. The place is amazing. It's the heart of racing. It's where everyone wants to race. So it's a real privilege to be racing in Monaco with Team Monaco. Et forcément, elle voudra réitérer l'exploit en juillet prochain, en principauté, et ainsi marquer l'histoire du Team Monaco, lancé cette année. Dans le reste de l'actualité sportive, toujours pas de victoire pour l'AS Monaco. Les joueurs de Sébastien Pocognoli ont arraché le nul au Havre hier soir. Ils restent sur un seul succès lors de leurs 8 dernières rencontres de Ligue 1. Place désormais à la Ligue des Champions et la dernière journée de phase de Ligue. Un match capital face à la Juventus pour espérer se qualifier pour les barrages de la compétition. En tennis, il n'y a plus de monégasque en lice à l'Open d'Australie. Hugo Nys s'est incliné en double mixte 6-3, 2-6, 10-8 face à la paire Mektish-Townsend. Et puis un petit tour et puis s'en va pour Cory Joseph. Le meneur canadien ne foulera pas le parquet de l'AS Monaco Basket. Il était privé de terrain en raison des interdictions de recrutement infligées à la Roca Team. Il s'est finalement engagé avec l'Olympiakos. Il y avait du football hier au Stade Louis II. La 6e édition de la Fighteds Cup a réuni des personnalités, des anciens joueurs professionnels et des figures du sport autour d'une cause commune, la lutte contre le VIH-Sida. Alors qui des Barbadjans de Monaco ou du Cirque FC a remporté cette rencontre? La réponse dans ce reportage de Gaëtan Lebrun et Hugo Comassa. Sur la pelouse, des visages connus, des anciens internationaux et des sportifs engagés. Au cœur de l'événement, l'association Fighteds Monaco, engagée au quotidien dans la prévention, l'accompagnement et la lutte contre les discriminations liées au VIH. C'est toute la beauté en fait de cet événement. C'est que voilà, il y a
il y a un mélange de solidarité, il y a un mélange de sport, il y a un mélange d'humanité, il y a un mélange de messages qui sont passés, et puis de savoir que tous ces légendes du foot participent à cet événement, prennent du temps pour Fightets Monaco, pour la cause, pour le combat que mène la princesse Stéphanie. Évidemment que ça fait extrêmement chaud au cœur. Les Barbadjouans, menés par Louis Ducruet, affrontaient le Cirque FC, porté par l'ancien ballon d'or Andrei Shevchenko, dans un match intense et engagé. Score final 1-1 à l'issue du temps réglementaire. Il aura fallu une séance de tir au but pour permettre aux Barbadjouans de s'imposer et prendre leur revanche sur l'an passé. Un succès tardif, mais c'est bien parce que moi ça montrait que le niveau était équilibré, les deux équipes avaient envie de gagner. La pluie en fin de match a rajouté un peu plus de piquant à la rencontre, et puis voilà, on a fait tout ce qu'il fallait pour essayer de marquer, mais bon, c'était compliqué aujourd'hui. Quand j'ai monté les marches là, pour arriver sur le terrain, rempli d'émotions, et de refouler la pelouse avec tous les souvenirs et tout ce qu'on a vécu avec moi personnellement avec le club, c'était juste magique de refouler ce stade. Le plus important dans les matchs comme ça, c'est qu'il y ait quand même une bonne ambiance. Voilà, après le résultat, bien évidemment, on a toujours envie de gagner. Si on ne gagne pas, on est là pour la bonne cause d'abord. Et voilà, mais franchement, on a passé un bon moment. Un message fort, la Fightets Cup continue d'unir le sport et l'engagement au service d'une cause essentielle. Il s'agit de l'une des plus anciennes traditions en principauté, la Sainte Dévote. Les célébrations débuteront dès ce lundi et seront rythmées par plusieurs temps forts. Pour évoquer cela, mais aussi l'histoire de la sainte patronne de Monaco, le délégué épiscopal à la communication du diocèse de Monaco est avec nous. Bonsoir Christian Venard. Bonsoir Émilie. Monaco s'apprête donc à célébrer sa sainte patronne, mais tout d'abord, qui était dévote ? Sainte Dévote, notre grande sainte patronne de la principauté, de la famille princière, du diocèse de Monaco. C'est une jeune femme, on est au début du IVe siècle, il y a des persécutions assez violentes qui sont réclamées par l'empereur Dioclétien, et elle vit en Corse, et c'est là qu'au nom de sa foi, elle va être martyrisée, on pense vraisemblablement elle va être lapidée, et les premiers chrétiens de Corse vont mettre le corps de Sainte Dévote dans une barque, en espérant que cette barque aille vers l'Afrique du Nord où la chrétienté est florissante. Et puis en fait cette barque, des vents contraires, ou alors on va peut-être dire Dieu lui-même, va pousser cette barque jusqu'ici dans ce qui ne s'appelle pas encore Monaco, mais le Port Hercule, et dans ce vallon des Gomates qui est derrière moi, où depuis il y a eu une abbaye et désormais cette petite église de Sainte Dévote. On l'entend, son récit de vie est lié à Monaco, mais aussi à la Corse. D'ailleurs, la Corse a pour sainte patronne Sainte Dévote. Absolument, et d'ailleurs on le retrouve régulièrement, et demain soir lors des cérémonies ici sur cette place, il y aura d'ailleurs un chœur d'hommes pour chanter des chants corses, pour rappeler ce partage et ce cousinage avec nos amis corses. Mon père, il y a aussi ce symbole de la colombe blanche. Qu'est-ce qu'elle représente ? Alors, elle a plusieurs significations. Dans la légende de Sainte Dévote, c'est la colombe qui guide la barque, mais c'est aussi la signification de l'âme pure qui rejoint Dieu. De l'Esprit Saint, donc. C'est cela. Selon vous, quelle place a Sainte Dévote dans le cœur des Monégasques, mon père ? Je crois que c'est vraiment, aujourd'hui encore, ça a été voulu comme tel. Vous savez, Sainte Dévote n'a pas toujours été la sainte patronne ici de Monaco. Il y a d'abord eu Saint-Nicolas pendant très longtemps. Il y avait ici une abbaye, comme je vous le disais. Et c'est au XVIe, XVIIe siècle que les Grimaldi ont racheté cette abbaye, ont récupéré les reliques, les ont montées à l'époque dans l'église Saint-Nicolas sur le Rocher et ont commencé à constituer autour de Sainte Dévote, j'allais dire un culte officiel de toute la principauté pour en quelque sorte asseoir un peu une unité culturelle. Et aujourd'hui encore, alors aujourd'hui les célébrations telles que nous les connaissons, elles ont été fixées par le prince Louis II, mais aujourd'hui encore, je crois que Sainte Dévote reste avec la famille princière un principe d'unité pour toute la principauté, pour les monégasques, les résidents monégasques et même au-delà, puisque chaque année des gens de l'étranger, parfois de très loin, viennent ici pour ces célébrations de la Sainte Dévote. Des célébrations qui débuteront donc dès le 26 janvier, la veille de sa fête, pourquoi ?
Alors parce que dans la tradition chrétienne de l'Église catholique, et qui nous vient d'ailleurs, c'est très intéressant, des rituels juifs, quand il y a une très grande fête, en fait, le jour de la fête débute la veille au soir. Donc ici, ce sera le 26 soir avec la traditionnelle arrivée des reliques, les reliques qui viennent de la cathédrale, qui vont arriver symboliquement par la mer, la procession depuis le port Hercule jusqu'ici, et une première célébration qui précisément, et cette année on retrouve une tradition, cette célébration ce sera les premières vêpres solennelles de la Sainte Dévote. C'est-à-dire c'est un type de liturgie avec des psaumes, avec des chants, et qui célèbre déjà un peu en avance la vraie grande fête, qui en effet est le lendemain, donc cette année mardi 27, avec la grande messe solennelle dans la cathédrale et la grande procession dans les rues du Rocher, la bénédiction du palais, la bénédiction de la ville et la bénédiction de la mer. Et puis le lundi 26 janvier, en point d'orgue, l'embrasement de la barque, à quoi cela correspond ? Et oui, parce que ça, c'est quelque chose qui s'est rajouté. C'est un document beaucoup plus récent qui raconte une histoire dont on n'est pas tout à fait certain qu'elle soit vraie, mais qui raconte que, à une époque, d'ailleurs dans l'histoire telle qu'elle est racontée dans ce manuscrit, on dit que c'était déjà un Grimaldi, alors que c'est bien avant l'arrivée des Grimaldi, que des brigands ont voulu voler les reliques de Sainte Dévote, et qu'au moment où ils partaient, le feu du ciel est tombé sur leur barque, a embrasé leur barque, et les monégasques de l'époque ont pu récupérer les saintes reliques de Sainte Dévote. Et donc c'est en souvenir de cela. C'est une tradition assez récente, hein. Elle date du siècle dernier seulement, de cet embrasement de la barque, qui est en même temps, je crois, et ça tient au cœur aussi des monégasques, des résidents et de ceux qui peuvent venir. C'est vraiment un moment familial. On est dans la famille de Monaco, avec toute la famille princière qui embrasse cette barque, et on le sait chaque année, ce sont de très belles images qui rentrent dans le cœur de chacun. Des images qui seront à découvrir en direct sur Monaco Info à partir de 18h30. On vous retrouve d'ailleurs, mon père, lundi avec Patricia Navarro pour suivre ces célébrations de la Sainte Dévote. Merci beaucoup, Christian Venard, d'avoir été notre invité ce soir. Avec joie de m'asseoir au moins à l'antenne, et bonne Sainte Dévote à tous. Et nous l'évoquions à l'instant, 2 barques seront au centre de l'attention ce lundi 26 janvier. L'une sera brûlée et l'autre accompagnera depuis la mer les reliques de Sainte Dévote. Cette histoire vous est racontée par Sarah Inkari et Jean-Alexandre Dordet. Elle contraste dans le port Hercule, modeste, presque fragile à côté des yachts démesurés, et pourtant elle est l'un des symboles les plus chers au cœur des Monégasques. Depuis 60 ans, cette embarcation participe à la Sainte Dévote depuis la mer. À sa barre, toujours le même homme, Jacques Pastor, gardien de ce patrimoine. On fait la reconstitution de l'arrivée de Sainte Dévote dans le port de Monaco avec ce bateau et les reliques de Sainte Dévote à bord que je rendrai au curé de Sainte Dévote dès qu'on aura accosté au vallon des Gaumates, où la légende dit que Sainte Dévote, guidée par une colombe, est arrivée à Monaco. Martyrisée à Luciana en Corse pour sa foi chrétienne, la jeune dévote aurait donc été retrouvée inanimée sur le rivage de Monaco vers l'an 300. Depuis, le peuple la vénère, une église a été bâtie en son honneur et chaque année, la principauté lui rend hommage. Mais qu'en est-il alors de la barque livrée aux flammes le 26 janvier ? L'histoire dit que des brigands d'un pays voisin avaient tenté de voler les reliques. Et les Monégasques, qui avaient déjà une police très organisée à l'époque, en tous les cas, qui avaient surpris ces voleurs en train d'essayer de voler les reliques, ces voleurs étaient arrivés par la mer. Donc pour les punir, les Monégasques avaient brûlé la barque des brigands qui essayaient de repartir avec les reliques. Et donc cette histoire, évidemment, on la perpétue, on la lie aux manifestations de Sainte Dévote, mais ce n'est évidemment pas la barque de Sainte Dévote qu'on brûle chaque année. Pour l'anecdote, cette chaloupe est arrivée dans les eaux monégasques en 1956 à l'occasion du mariage du prince Régnier III et de la princesse Grace. Elle a aidé à la manœuvre du Deo Juvante, le bateau sur lequel s'est retrouvé le couple princier.
À partir de demain, 100% des élèves du lycée Albert Ier seront de retour en présentiel. Jusqu'alors scolarisés à l'Annonciade, ils vont poursuivre leurs cours dans des salles de classe provisoires. Des modules ont été installés sous la passerelle Württemberg, non loin du collège Charles III. Cette semaine, le ministre d'État Christophe Mirmand a pu visiter les locaux avant l'arrivée des lycéens lundi. Les détails de Fabien Bonilla et Alexa Vial. Le premier bâtiment modulaire a été posé dans la nuit il y a à peine une semaine. 7 jours plus tard, le ministre d'État visite les locaux de ce qui constituera à partir de lundi le nouveau lycée Albert Ier, en attendant de réintégrer leur lycée définitivement sur le Rocher. C'est un véritable défi que vient de relever la direction des bâtiments publics. Sur ce site où il n'y avait rien reposent désormais 2 bâtiments de 3 étages chacun, soit 72 bungalows en tout, qui représentent 21 classes, des bureaux administratifs, une infirmerie et des sanitaires. À l'issue de sa visite, le ministre d'État a tenu à saluer et remercier l'ensemble des intervenants pour avoir pu construire un lycée en si peu de temps. Mon objectif aujourd'hui est double. C'est d'abord de m'assurer avec les membres du gouvernement concernés que les locaux seront effectivement disponibles pour la rentrée le 26 janvier prochain. Nous avions annoncé cette date pour permettre le retour en présentiel de tous les élèves du lycée Albert Ier. Et c'est le cas puisque aujourd'hui, les locaux sont disponibles, fonctionnels et ont été aménagés dans un temps record par les équipes qui se sont mobilisées dans cette perspective. Et c'est précisément la deuxième raison pour laquelle je souhaitais venir aujourd'hui. C'était pour exprimer tous mes remerciements et ma gratitude au service de l'administration, à toutes les équipes qui ont été à la manœuvre pendant ces 3 semaines pour préparer les conditions d'installation, d'abord dans les locaux de l'ISM, puis également dans les locaux disponibles dans les 2 établissements scolaires, Régnier 3 et Charles III, et puis ici sur le site de Fontvieille qui a été retenu pour pouvoir permettre d'accueillir des bâtiments modulaires qui sont fonctionnels, qui sont équipés pour permettre une scolarité normale. Et c'était, je crois, très attendu, à la fois par les lycéens eux-mêmes, mais également par les enseignants. Et c'est un motif pour moi de grande satisfaction. Et je venais donc aujourd'hui l'exprimer à l'occasion de cette visite. Des travaux de jour comme de nuit et même ce week-end pour les dernières finitions. Le dernier module a été livré dans la nuit d'hier. Actuellement en cours d'aménagement intérieur. Toute la détection incendie a déjà été installée, mise en service ce matin par le fabricant. Et donc on a de l'aménagement intérieur, tables et chaises comme vous pouvez le voir dans cette salle qui a déjà été bien aménagée. Et nettoyage pour les quelques aménagements extérieurs qui restent sur les éléments de sécurité, de garde-corps, de rampes d'accès pour les PMR toujours. Et là, on est vraiment sur la dernière ligne droite, mais qui est dans une ambiance un petit peu plus détendue. Lors de cette visite, des représentants de la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports étaient présents pour découvrir ces nouveaux locaux. Ça a été une vraie course contre la montre et les services de l'État ont vraiment joué un rôle très important. Tout le monde a été réactif. Et donc on peut annoncer aujourd'hui que tous les élèves, lundi prochain, seront en présentiel, ce qui était vraiment très important, très attendu. Donc on est très satisfait, voire même soulagé. Retour en présentiel pour les lycéens ce lundi. L'établissement est fonctionnel, mais une attention particulière sera apportée sur la décoration durant les prochaines vacances dans quelques semaines. Plus d'une dizaine de jours avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Milan-Cortina, présente aux Jeux d'hiver depuis 1984, la Principauté sera une nouvelle fois au rendez-vous en Italie avec une délégation réduite mais expérimentée et déterminée. Le skieur Arnaud Alessandria sera le seul représentant monégasque. Il débutera sa compétition le 7 février prochain sur les pistes de Bormio. Plus de détails dans ce reportage réalisé avec Camille Caloni. C'est l'un des événements sportifs majeurs qui réunit les meilleurs athlètes au monde. Le 6 février prochain, l'Italie accueillera les Jeux Olympiques qui seront répartis entre Milan et Cortina. Des 25e Jeux d'hiver qui s'inscrivent dans une histoire olympique car Cortina d'Ampezzo a déjà accueilli cet événement. C'était en 1956. C'est formidable que 70 ans plus tard, Cortina accueille les Jeux. Et Milan sera un très bel écrin aussi pour les épreuves sur glace. Mais voilà, je crois que c'est des Jeux qui s'inscrivent dans une durabilité fidèle à l'engagement pris dans les engagements du CIO vers plus de durabilité avec le plan 2020. Mais voilà, on est plein d'espoir et plein
plein d'attentes, de beaux résultats positifs pour ces Jeux de Milan-Cortina 2026. À 15 jours du coup d'envoi de ces Jeux, le comité olympique monégasque a présenté la délégation qui sera présente en Italie. Un athlète portera avec fierté et détermination les couleurs de la principauté, le skieur Arnaud Alessandria. Arnaud est un skieur confirmé qui a malheureusement eu une carrière jalonnée de plusieurs blessures, mais il est bien revenu. Il a fait quelques très belles prestations au début de saison, donc il se sent prêt et on sera bien sûr avec lui, derrière lui, pour l'encourager et pour le soutenir. Après Sochi en 2014 et Pékin en 2022, Arnaud Alessandria va connaître sa 3e participation à des Jeux Olympiques. Il reste sur un top 30 en descente et une très belle 13e place au combiné, meilleure performance monégasque en ski alpin. Je crois que c'est exemplaire. Il a fait un parcours remarquable. Et malgré une blessure cette année qui a quand même été assez importante, il est remis, il est vraiment en condition pour faire cette compétition. Et on peut considérer que, il a fait une belle carrière et surtout qu'il a abouti et terminé sur des Jeux proches de la maison. Je crois que ça, c'est aussi une récompense pour lui. Arnaud Alessandria fera son entrée en compétition le 7 février prochain sur les pistes de Bormio. Comment le djihadisme s'est installé en France et en Europe? C'est la question à laquelle a tenté de répondre Gilles Kepel cette semaine lors d'une conférence organisée par la Monaco Méditerranée Foundation. Ce grand spécialiste du monde arabe et musulman est notamment l'auteur du livre Antiterrorisme, paru aux éditions Plomb. C'est fort de son expérience qu'il a livré son analyse sur ce sujet d'actualité, un sujet qui concerne aussi Monaco. On écoute ses propos recueillis par Sarah Inkari et Alexia Vial. Monaco est certes une place à part, mais l'un des principaux djihadistes français s'est rendu célèbre par le fameux casse de la bijouterie de Monaco. Je parle de Omar Diaby, dit Omar Homsen, qui, semble-t-il, est toujours en Syrie, où il survit dans l'enclave qu'il avait créée près de la côte, en dépit des demandes françaises qu'il soit récupéré. Donc on croit être à l'abri et en fait on n'est jamais complètement, vous voyez, et Monaco est exposé à ces flux puisqu'il se trouve tout près d'un flux majeur qui a été celui du départ des Alpes-Maritimes vers le djihad, le champ du djihad syrien dans les années, au milieu de la décennie 2010, et d'autre part, aujourd'hui, des flux migratoires retour, et on sait bien que, par exemple, l'assassin de la basilique de Nice avait passé 2 jours auparavant la frontière Vintimille-Menton. L'Institut audiovisuel de Monaco propose ce mercredi 28 janvier la projection du film de Claude Autant-Lara, Occupe-toi d'Amélie, au théâtre Princesse Grace. Fabien Bonilla reçoit ce soir Vincent Vatrican pour nous parler plus en détail de cette adaptation de la pièce de Feydeau. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Occupe-toi d'Amélie. C'est le titre donc, du film dont on va parler. C'est un film d'après-guerre, de 1949, en noir et blanc, de Claude Autant-Lara. Qu'est-ce que vous avez envie de dire de ce film? C'est l'histoire d'un mariage blanc? C'est plus complexe que ça. C'est un vaudeville, donc tiré d'une pièce de Feydeau. L'intrigue est un peu compliquée, qu'on pourrait résumer en disant qu'il y a une tentative de mariage blanc, mais qui, après de multiples rebondissements, s'avère être un vrai mariage. Mais est-on sûr que c'est un vrai mariage? Jusqu'à la dernière seconde, on ne le saura pas. Donc, comme tous les vaudevilles, l'idée est plutôt que les retournements de situation se succèdent et le spectateur est pris par cette dynamique tout à fait échevelée, parce que c'est une des caractéristiques du film qui me l'a fait apprécier. Je ne le connaissais pas. Il faut dire que c'est un film assez rare, pour des questions de droit. Et j'ai trouvé La langue de Feydeau, certes,
mais la mise en scène extrêmement dynamique de Claude Autant-Lara. C'est une projection avec le Théâtre Princesse Grace. Oui, c'est notre label théâtre et cinéma qu'on développe depuis plusieurs années avec le Théâtre Princesse Grace. Donc c'est un pur film de théâtre, puisque c'est le film met en scène une pièce de théâtre, mais le tour de force du film, c'est qu'à un moment, la pièce de théâtre elle-même bascule en film, avec cette idée que le spectateur lui-même est amené à donner son avis et à essayer même de changer le cours de cette pièce film. Donc c'est pour ça que le film est assez dingue, pour le dire un peu trivialement. D'ailleurs, j'ai bien relu certains entretiens de Woody Allen. La Rose pourpre du Caire s'est un peu inspiré, absolument, de ce film. Bon, pas l'intrigue proprement dit, le contexte, ça se passe dans le Paris de la Belle Époque, etc. Donc ça, on n'y est pas du tout. Mais cette idée de la pièce qui bascule en film et le film qui pourrait peut-être faire changer la réalité, quoi. Voilà. Là où le film dont nous parlons Occupe-toi d'Amélie. Évidemment, détonne et surprend, c'est que la mise en scène est très inventive, là où, par ailleurs, Autant-Lara pouvait être un peu plan-plan. Là, il y a des trouvailles, il y a des idées, et surtout, cette construction du cinéma dans le théâtre dans le cinéma, tout finit par se mélanger dans ce film, et à notre plus grand bonheur, notre plus grand bonheur. Donc allons voir Occupe-toi d'Amélie, vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Allons voir ce film. Merci Vincent. Merci Fabien. Une idée de mon beau père. Il a laissé 1200 000 francs à mon oncle qui me les remettra le jour de mon mariage. Mais non, on fait semblant. Hein? Combien que vous en trouveriez qui aurait fait ça? Évidemment. Évidemment. Ah non, ça j'aime bien Amélie, mais de là à l'épouser. Moi j'ai bien épousé sa mère. Occupe-toi d'Amélie de Claude Autant-Lara, c'est donc ce mercredi à 20h au Théâtre Princesse Grace. Avant de nous quitter, un nouveau podcast vient d'enrichir les nombreux entretiens déjà réalisés par Geneviève Berthy. Sa toute dernière invitée est Hélène Tessera, la nouvelle chef sommelière du Louis XV Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris. Ce podcast est d'ores et déjà disponible sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Ainsi s'achève cette édition, merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo de Frédéric Hélion, que vous retrouverez aussi aux commandes des experts du rallye tout à l'heure. Demain, retrouvez Théo Schumer pour votre JT. Très belle soirée à tous sur Monaco Info. Bonsoir à toutes et à tous, le proverbe est bien connu, après la pluie vient le beau temps, la semaine va donc commencer sous le soleil lundi avec de rares nuages dans le ciel. Il fera donc beau pour les célébrations de la Sainte Dévote et côté température, il fera 6 degrés le matin et 12 l'après-midi. Lundi 26 janvier, pensez à souhaiter une bonne fête au pôle au féminin. Bonne soirée sur Monaco Info.